Avec quelques heures de retard, actualité oblige, eh bien, c'est bien sur le Figaro.fr que vous êtes en direct pour le talk avec l'une des personnes, l'un des élus concernés au premier chef par la décision qui vient d'être prise par le gouvernement. Comme vous le savez, eh bien, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe LR au Sénat, est avec nous ce matin. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Yves Tréhard. Alors, prise de décision. Ça n'a pas été simple, ça a été long même dans la journée à se décider, à se dessiner. Votre première réaction? Capitulation. Capitulation. Capitulation en race campagne. On sait désormais que les zadistes remportent une grande victoire. On sait désormais que quel que soit le projet d'intérêt général, celui-ci avait été déclaré d'utilité publique. On sait désormais comment stopper en France les projets. Il suffit de recourir à l'ultra-violence, c'est ce qui s'est passé. C'est la violence qui a gagné? Ah ben bien sûr, c'est la violence. C'est pas la sagesse? Non, puisque c'est parce qu'il y avait la ZAD, parce qu'il y avait les zadistes, que rien ne sera fait. Je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé d'un tournant. Tournant en quoi? Pour moi, c'est le vrai tournant du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que pour l'instant, sa ligne, c'était une devise simple. Je fais ce que j'ai dit. Et là, pour une fois, pour la première fois peut-être, en réalité, c'est l'inverse. Il ne fait pas ce qu'il avait dit. Il l'avait dit en face de moi, c'était lors d'une émission politique le 6 avril dernier. Il avait pris 2 engagements. C'était pendant la campagne alors? Exactement, mais solennellement, devant les Français. J'évacuerai et je respecterai le verdict des élus. Non, c'est une capitulation. Et j'apprends qu'il n'y aura même pas d'évacuation. On va se contenter de libérer les routes départementales et on reporte au printemps, quand il fera meilleur, pour dire aux gentils zadistes... C'est pour éviter la confrontation peut-être? C'est pour éviter... La violence? C'est pour éviter... Mais la violence, elle est du côté des zadistes. D'accord. C'est pour éviter... C'est parce qu'il n'y a pas de courage. C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'État, c'est tout. C'est-à-dire qu'on se couche devant les ultra-violents. La justification apportée par le Premier ministre, puisque c'est le Premier ministre d'ailleurs, ça vous a étonné que ce soit le Premier ministre qui donne la décision et non pas le Président de la République? C'est le paravent. C'est Jupiter qui a pris les décisions. Alors, tout le monde le sait. 3 justifications. 1, ça fait 50 ans qu'il y a de l'indécision. Nous, on décide. Il dit ça quand même. Deuxième chose, il dit qu'il n'y a pas de consensus. Il y a une partie de la population localement qui est pour, une autre partie qui est contre. 3, il dit l'état de droit doit revenir, puisque vous parlez des zadistes effectivement, et les zadistes doivent quitter les lieux. C'est pas 3, je dirais, motifs suffisants pour expliquer la décision? Le premier, il est faux. 50 ans. C'est vrai qu'il y avait des élus qui avaient réservé du foncier parce que c'était des landes, c'était les plus mauvaises terres, pour anticiper. Mais la DUP est de 2008. Le contrat de concession est de 2010 et les décisions de justice ont été prises avec les normes environnementales et juridiques actuelles. Donc, premièrement, faux. Consensus. Deuxièmement, consensus. Mais alors, il considère que quand la démocratie s'exprime à 55%, ça, c'est la consultation locale qui a été menée. Où a-t-il eu qu'il y avait bloc contre bloc? Écoutez, tous les grands élus de droite et de gauche, depuis plusieurs générations, sont favorables à ce projet. État de droit? État de droit, 179 décisions de justice. Toutes dans le même sens. Toutes, vous m'entendez bien. Donc c'est quand même incroyable. En réalité, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé à l'aise, franchement. Il n'était pas bien dans ses baskets. Alors, Bruno Retailleau, vous êtes un élu de la nation, mais vous êtes aussi un ancien élu local. On connaît la fronde que conduisent certains élus locaux aujourd'hui. Est-ce que cette décision, c'est Paris contre la province? Clairement. Vous l'avez très clairement dit. D'ailleurs, ce que je remarque, c'est que le Premier ministre a repris l'argument de Ségolène Royal il y a 18 mois. Ségolène Royal nous avait dit il n'y a pas besoin, en réalité, les gens de l'Ouest doivent prendre le train pour aller prendre l'avion à Paris. Et on sait que sur notre Atlantique, vous ne pourrez pas faire face dans 20 ans à l'augmentation du trafic. Ça n'est pas possible, pour des raisons notamment environnementales et de sûreté, de sécurité, du survol de la ville de Nantes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura de plus en plus de gens de l'Ouest qui prendront le train pour aller à Paris. Le problème, c'est que, malheureusement, entre Nantes et Angers, c'est la thrombose. Il y a plus de temps maintenant, et avec tous les retards, ça ne marche plus, la SNCF dans l'Ouest. Je le dis et je le redis. J'étais patron de région. Quand Olivier Guichard a inauguré le TGV, on mettait moins de temps. Eh bien, on mettait moins de temps pour aller à Paris qu'on en met aujourd'hui, avec les retards répétés. Mais le Premier ministre dit donc c'est l'Ouest et Paris gagne sur la province. Dit aussi que les temps ont changé. Est-ce que vous l'admettez, ça, quand même, de dire que la réalité n'est peut-être plus celle, alors sinon de 1963, peut-être de 1998, de 2008, et que les besoins ne sont plus les mêmes, qu'il faut aménager Rennes,
qu'il faut aménager Brest, qu'il faut agrandir Loire-Atlantique et qu'il faut qu'il y ait plus de trains. C'est pas possible, ça? Oui, les temps ont changé, vous avez raison de le dire. En 2017, 4 milliards d'êtres humains ont pris l'avion. Oui. Nous sommes dans une société de la mobilité. Oui. Donc il faut que les gens, y compris ceux de l'Ouest, qui sont en bout du bout de l'Europe, aient la capacité de prendre l'avion. Donc ça prêche en faveur d'un grand aéroport dans l'Ouest. Oui. Deuxième chose, les temps ont changé. Oui, l'environnement. Est-ce que vous savez que Notre-Dame-de-Lande est conçu comme un aéroport haute performance énergétique? On consommerait sur Notre-Dame-des-Landes, s'il avait été fait, 3 fois moins d'énergie aux voyageurs que Nantes-Atlantique au jour d'aujourd'hui. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du tout un projet d'un autre temps. C'est bien pour ça qu'on a gagné d'ailleurs toutes les décisions de justice, y compris l'avis de la Commission européenne, qui a regardé scrupuleusement ce qu'il en était en fonction notamment de l'environnement. Et là, malheureusement, le survol de Nantes, c'est déjà 40 000 personnes exposées au bruit. Demain, ça sera... Il a dit que des mesures seraient prises justement pour atténuer le bruit, les effets du bruit. Ah oui, j'attends de voir. Alors, il peut peut-être faire fonctionner les avions à l'électricité, pourquoi pas? Ça arrivera peut-être un jour. Ah, si ça arrive, j'applaudirais dès demain, évidemment. Benoît Le Boulet, j'en profite pour prendre quelques questions de nos internautes, nous dit « Est-ce que les villes se verront rembourser des frais de l'avant-projet » Oui, alors ce que je veux répondre, c'est une bonne question. On a déjà dépensé 31 millions d'euros à l'État, parce que c'est pas les collectivités. Ça, c'est l'État, ça. Non, les collectivités, dont la région, les 2 régions, Pays de la Loire et Bretagne, mais aussi les départements. Donc il y a 31 millions, on va demander le remboursement, mais il faut savoir que c'est pas les collectivités qui mènent le projet. Le porteur du projet, en réalité, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. On avait versé une sorte d'avance à l'État. On en demande bien sûr le remboursement. D'accord. Ça va coûter combien le fait de ne pas faire cet aéroport? Je me souviens de Ségolène Royal. En termes de construction, j'entends. Ça coûtait très cher. Ça va coûter très très cher. Il coûtait combien l'aéroport? Sur Ecomove, il coûtait 560 et quelques millions d'euros. Mais c'était l'infrastructure la mieux financée. Pourquoi? Parce que le privé en prenait 70%. Et il y avait une clause de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire que dès que l'aéroport commençait à s'équilibrer, on a une très forte croissance du trafic. Le privé sortait? Non, le privé redonnait à l'État et aux collectivités des subventions. Donc c'était finalement très très vertueux. Tandis que là, il va y avoir le dédit vis-à-vis de Vinci. C'est combien à peu près pour vous? C'était envisagé entre 250 et 350 millions d'euros. Il y aura, j'imagine, une discussion. On va voir. Je me souviens, Ségolène Royal sur Ecomove avait dit ça ne coûtera pas un centime à l'État. D'accord. Ça a coûté la bagatelle d'1 milliard et quelques. Et puis, malheureusement, c'est que Nantes-Atlantique n'est pas extensible. Pourquoi? Parce qu'il y a le survol de Nantes, avec le bruit, avec la sécurité. Vous savez qu'on a été à 2 droits en 2004 d'un crash sur l'agglomération nantaise. Ça ne se sait pas, ça. Non. Bon. Donc, plus vous allez multiplier les vols, plus vous multiplierez les risques. Et puis surtout, vous avez la 2e zone ornithologique de France, qui est superbe. Autour de Nantes. Qui est, à Grandlieu, le lac de Grandlieu, et ce qui fait que vous ne pourrez pas manger des terres qui sont des terres protégées par la Convention Ramsar, par une zone Natura 2000, etc. Donc, ce n'est pas extensible. C'est pour ça que d'ailleurs que le Premier ministre dit il faut aussi développer Rennes. Mais je suis désolé, ça ne permettra pas de développer des vraies destinations. Et encore une fois, les gens de l'Ouest devront prendre l'avion à Paris pour avoir de vraies destinations intéressantes. D'accord. Vous avez dit en début d'émission, c'est un tournant. Ça veut dire que le vent tourne, là, ça y est, et que les Républicains vont en profiter pour, non, on n'est pas du tout. Moi, je suis pas. Pour reprendre l'avantage. Non. Pour essayer de reprendre l'avantage. Non, franchement, j'aurais préféré ne pas avoir cet avantage-là. Ce que je sais, mon intuition, c'est qu'il y a un vrai tournant. Il y a une vraie rupture, et il y aura un avant et un après cette décision. Capituler devant des zadistes qui ont saccagé le centre-ville de Rennes et de Nantes à plusieurs reprises, qui ont terrorisé les riverains, qui ont attaqué une brigade de gendarmerie, qui ont brûlé une voiture de gendarmerie, qui ont molesté des scientifiques, des journalistes à plusieurs reprises. Quand moi je vois élu de la République que le président de la République cède devant cette violence, franchement, les barres m'en tombent. D'accord. Marcel, qui nous dit « Cela veut-il dire que tous les prochains référendums régionaux seront inutiles ?» Ah, bien sûr. Enfin, ça veut dire que... Il était déjà... le principe même de cette consultation avait été contesté. On avait... Très franchement, c'est le président de la République de l'époque, c'est François Hollande. Mais à partir du moment où il se fait, il y a un verdict des urnes. Simplement, vous avez maintenant, partout en France, la méthode pour faire échouer les grands projets. Je souhaite bien du courage à l'État et aux collectivités pour mener des projets d'intérêt général, parce que celui-ci était déclaré d'intérêt général et les 179 décisions de justice l'avaient confirmé à chaque instance, de la plus petite instance, de premier recours, jusqu'au Conseil d'État, jusqu'à la Cour de cassation et même jusqu'à la Commission européenne.
Vous qui connaissez bien la région, cet aéroport, il aurait servi à quoi sur le plan du transport? On allait de où à où? C'était des facilités supplémentaires pour aller où? Et pour venir d'où? Cet aéroport était essentiellement un aéroport, notamment pour nous relier aux grandes capitales européennes, mais en même temps pour développer des liaisons qui étaient des liaisons internationales de long courrier. Transatlantique notamment? Et transatlantique, bien sûr, ouais. Même si c'était sa première fonction. Simplement, c'est, en termes de croissance du trafic aérien, oui. la première plateforme régionale en termes d'accélération, pas en termes de valeur absolue, mais nous étions déjà à 5,4 millions de voyageurs. On a déjà 5 années d'avance sur la déclaration d'utilité publique. Vous voyez, 5 années d'avance, c'est-à-dire qu'on atteindra les 9 millions autour de 2030. Donc il fallait pour l'Ouest, parce que nous, on est en bout du bout de l'Europe. À votre avis, il faudra quand même construire un aéroport dans un avenir lointain vous savez, dans votre région? Ces fameux médiateurs, moi j'ai compris que d'ailleurs la décision a été pliée il y a 6 mois. Vous les avez vus, ces médiateurs, vous? Ah oui, je les ai vus. J'étais consterné. Mais moi, pourquoi? Parce qu'il y avait, sur les 3, il y a eu 2 qui avaient un parti pris notoirement affiché contre Notre-Dame-des-Landes. Lesquels? Monsieur Felzer et Monsieur Badré. C'était absolument clair, je l'ai dénoncé à l'époque. Mais si le Premier ministre avait nommé ces gens-là avec Monsieur Hulot, c'était pour arriver au point d'aboutissement d'aujourd'hui, je n'en doute pas. Le reste n'est qu'habillage. Le reste est une mise en scène comme à l'habitude. Simplement, malheureusement, on aura un problème demain parce que si on n'a plus la possibilité de faire Notre-Dame-des-Landes, on n'aura pas la possibilité d'étendre significativement Nantes-Atlantique. Encore une fois, l'Ouest va se retrouver dans un corner. C'est bien sûr les grandes métropoles. En cela, Emmanuel Macron est totalement cohérent avec ce qu'il est profondément. C'est-à-dire? C'est l'homme de Paris des grandes métropoles. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Pas du tout des territoires. Elad, un petit peu d'humour, hein. Elad. Et si la solution, plutôt que d'ouvrir un nouvel aéroport... Non, pardon, Françoise. Encore un échec pour Jean-Marc Ayrault. Emmanuel Macron continue-t-il de tuer la Hollandie? Non, je pense pas. Non, je crois pas. Je pense pas que ce soit le problème parce que non, il tue l'Ouest. D'accord. C'est sûr. En tout cas, il coupe les ailes de l'Ouest. C'est une des régions démographiquement et économiquement les plus dynamiques de France. C'est clair. Bruno Retailleau, il nous reste 1 minute au compteur, un peu plus. Vous revenez d'Irak. C'est un voyage important. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Je suis allé soutenir notamment les minorités, les chrétiens d'Orient. Ils ont été divisés par 4, leur nombre en 25 ans. C'est terrible. Certains reviennent par 4. Il reste combien de chrétiens? 300 000. En Irak. En Irak, 1% de la population. J'ai constaté que les Yézidis avaient subi un génocide, vous m'entendez? Et j'espère qu'un jour, le droit international le reconnaîtra. Et enfin, j'ai posé la question aux Irakiens. Quelle que soit leur confession, aux plus hautes autorités, qu'est-ce que vous faites quand vous attrapez un Français djihadiste? Ils disent, écoutez, compte tenu des crimes, c'est chez nous qu'ils ont commis les crimes, on les juge chez nous. Et je pense qu'ils ont raison. Il ne doit pas y avoir de retour possible pour ces gens-là. Vous n'êtes pas favorable à ce qu'ils soient jugés en France, en tous les cas? Je ne suis pas favorable. Y compris pour les enfants? Les enfants, c'est autre chose, mais en tout cas, pas de billet de retour pour celles et ceux qui ont activement participé à ces tueries et à ce massacre. C'était en direct la réaction de Bruno Retailleau à la décision du gouvernement de ne pas construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un tournant selon le président du groupe LR au Sénat. Et nous remercions Bruno Retailleau de nous avoir fait l'honneur de passer dans nos studios pour réagir à cette information. Bonne journée et à demain.